Le plan d'épargne en action est le meilleur endroit qui soit pour acheter des ETF en France. Vous ne pouvez certes pas trop retirer d'argent dessus pendant les 5 premières années, mais en contrepartie, les impôts que vous paierez seront largement réduits. Ils passeront en effet de 30 à 17,2% seulement sur les plus-values que vous faites. De plus, vous pourrez y acheter la plupart des actions européennes, ainsi que la plupart des ETF européens. Mais pour ce qui est des actions en dehors des frontières de l'Europe, par contre, c'est impossible. Vous ne pouvez pas profiter des performances mirobolantes des 7 magnifiques américains que sont Apple, Microsoft, Alphabet, dont Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla. Ce qui est quand même bien dommage quand on connaît leurs performances. De 2010 à aujourd'hui, l'action Apple est passée de 7,62$ à 189,97$, soit 2393% d'augmentation. Sur cette même période, Microsoft a augmenté de 1132%, Alphabet de 785%, Amazon de 2054%, notamment grâce au Covid. Meta ne commence qu'en mai 2012, mais est quand même monté à 704%. Nvidia est monté de 1261%. Et enfin Tesla est passé de 1,19 à 235,45, soit quasiment 20 000% d'augmentation. Oui, ils ont commencé très bas et sont montés très haut ces dernières années. Pas mal, non? Mais comme je vous le disais plus tôt, il est impossible d'acheter ces actions une par une sur le PEA. Donc sommes-nous vraiment condamnés à devoir les acheter depuis un compte titre ordinaire? Cela voudrait dire que nous devrons payer beaucoup d'impôts dessus, ce qui affecterait énormément nos performances. Car si vous prévoyez de vivre de vos investissements dans des dizaines d'années, eh bien la majorité d'entre eux seront effectivement des plus-values imposables. Mais il existe évidemment un moyen de filouter un petit peu, sinon je ne m'amuserai pas à vous mettre l'eau à la bouche comme ça. Les ETF dont nous parlions plus tôt sont en gros des paniers d'actions. Vous pouvez très bien en acheter un et vous retrouver soudainement investi dans l'ensemble d'un indice. Comme celui du CAC 40 français, où vous pouvez en un clic vous retrouver investi dans le top 40 des sociétés françaises. Il existe environ 200 ETF accessibles sur le PEA, et la plupart ciblent l'Europe bien sûr, car ça reste l'objectif original de cette enveloppe fiscale. Mais d'autres sont disponibles. Parmi les plus intéressants, nous retrouverons notamment le Nikkei, l'indice phare japonais, ainsi que des ETF pays émergents, avec notamment la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, etc. Il existe d'ailleurs un ETF qui ne cible que les pays d'Amérique latine aussi. Mais on notera enfin la présence de 3 ETF particulièrement rentables historiquement, bien que les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. On ne le répétera jamais assez. Le MSCI World est un indice mondial très pratique si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête. Il suffit à lui seul pour diversifier vos investissements et est pourtant plutôt rentable comme nous le verrons plus tard. Il se constitue à 73% d'entreprises nord-américaines, 19% européennes et 6% japonaises notamment. Vient ensuite le S&P 500, qui est encore un poil plus rentable historiquement et ne se constitue pour sa part que des 500 plus grosses entreprises américaines. Enfin, celui que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui est le Nasdaq 100. Il représente les 100 plus grandes entreprises non financières, dont 98% sont situées aux États-Unis bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que les Magnificent Seven dont nous parlions plus tôt représentaient 51% de l'indice au 25 août 2023. Donc le Nasdaq 100 représente tout simplement le meilleur ETF accessible depuis le PEA pour miser sur la technologie américaine. Mais comment se compare-t-il face aux autres principaux ETF concrètement? Est-il historiquement plus rentable? Et si oui, à quel point? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Commençons donc avec l'Eurostoxx 50, soit le top 50 des entreprises européennes. Le PEA vise précisément ce genre d'investissement à la base. En vous proposant des frais très peu élevés, il vous incite à y investir. Pourtant, de 2010 à aujourd'hui, cet ETF ne présente qu'une augmentation de 44,91%, ce qui est franchement un peu faible. Voyons maintenant l'ETF pays émergent. Le nom de celui qui est accessible depuis le PEA apparaît à l'écran, mais il n'existe que depuis 2019. J'ai dû me rabattre sur celui dont le nom apparaît aussi à l'écran, parce que oui, ils sont quand même un peu longs, qui présentent une composition assez similaire. Bref, les pays émergents, c'est l'avenir, c'est sûr. Depuis le temps qu'on en parle, avec les BRICS et tout ça, ils ont dû prendre une sacrée cote. Eh bien, c'est loupé. De 2010 à aujourd'hui, l'appréciation n'est que de 54,89%, à peine mieux que l'indice européen. Voyons maintenant le MSCI World. Cet indice est quand même composé de 73% d'actions nord-américaines, donc il commence à déjà bien profiter des Magnificent Seven. Et laissez-moi vous dire que ça se ressent dans son rendement, qui est de 322,46% sur cette même période, allant de 2010 à aujourd'hui, ce qui représente un rendement annualisé de 12,75%. On notera d'ailleurs que cet ETF se constitue de 1500 entreprises, qui est quand même beaucoup. C'est un excellent ETF diversifié et rentable, qui peut constituer à lui tout seul la base de votre portefeuille comme nous le disions plus tôt.
Mais continuons maintenant avec le S&P 500. Celui-ci se compose non pas de 1500 entreprises mondiales, mais de 500 états-uniennes. L'impact des 7 magnifiques se fait donc un peu plus grand encore. Et pourtant l'augmentation n'est que de 308,51% sur cette période, un poil moins que le World. On remarquera tout de même que le S&P 500 était globalement plus performant pendant les années qui précédaient cette période. Voyons enfin le Nasdaq 100, dont les 7 magnifiques représentent 51% de l'indice pour rappel. Eh bien celui-ci a pris 744,71% de 2010 à aujourd'hui, le meilleur rendement de tous les ETF accessibles depuis le PEA à ma connaissance. Cela représente un taux de croissance annuel de 17,83% en moyenne, ce qui est tout bonnement excellent. En imaginant que ce taux reste comme ça, et que vous investissez 500 € par mois à partir d'aujourd'hui, eh bien vous aurez quasiment 7 millions dans 30 ans. Alors qu'avec le MSCI World lui-même très rentable, vous finirez plutôt avec 2 66 695 €. Après voilà, je vous dirais bien que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais ça ne serait même pas suffisant. Ce calcul ne prend pas en compte l'inflation, il ne prend pas en compte les impôts que vous paierez lorsque vous retirerez de l'argent, et surtout, il part du principe que les rendements seront toujours aussi bons, ce qui est certes possible, mais franchement improbable. Mais il nous sert toutefois à illustrer l'importance du rendement, et pourquoi il faut vraiment vous poser la question du support d'investissement que vous allez utiliser. Si votre tolérance au risque est plutôt élevée, vous n'aurez pas très peur des fluctuations du marché, car si vous avez des dizaines d'années devant vous, et que vous ne serez donc jamais obligé de retirer de l'argent d'une seconde à l'autre avant un long moment, eh bien vous pouvez parfaitement vous permettre d'investir assez fortement, voire même uniquement, dans le Nasdaq pour l'instant. Et j'insiste bien là-dessus. Foncez sur le Nasdaq aujourd'hui car ses performances vous attirent, ne veut pas dire que vous prenez de gros risques. Ça serait même plutôt une décision assez sage techniquement, car votre but est d'obtenir un portefeuille diversifié pour limiter les fluctuations afin de vous assurer un revenu stable. On est bien d'accord là-dessus. Cependant, vous n'avez besoin d'avoir un tel portefeuille qu'à terme, donc au moment de votre retraite. D'ici là, le fait d'avoir des gains fluctuants n'est pas gênant, et même si à tout hasard les 7 magnifiques se cassent complètement la figure, eh bien ils auront de longues années pour se rattraper avant que vous n'ayez besoin de vendre les ETF. D'ailleurs, il ne faut pas croire que vous n'êtes investi qu'aux États-Unis. Pour ne prendre que l'exemple d'Apple, vous pourrez voir sur ce graphique que leur chiffre d'affaires se fait depuis le monde entier, évidemment, et c'est le cas pour la plupart des entreprises du Nasdaq. Elles sont certes basées aux États-Unis, mais ont un impact mondial. Vous-même avez peut-être un smartphone Apple, vous utilisez Google comme moteur de recherche, et Microsoft vous donne Windows, et possède également OpenAI, le créateur de ChatGPT, que le monde entier utilise. Je pourrais continuer des heures comme ça, mais vous voyez bien où je veux en venir. D'ailleurs, admettons, et c'est probable à mon avis, que les performances des 7 magnifiques baissent un peu, car tenir un rythme aussi impressionnant ce n'est vraiment pas facile. Soit, mais à quel point vont-elles baisser? Pensez-vous vraiment que des entreprises aussi établies partout dans le monde et qui rachètent d'autres entreprises prometteuses à tour de bras puissent soudainement devenir obsolètes? Leur progression peut ralentir, et c'est même probable, mais elles resteront sans doute de très bons investissements. Si le rendement annuel moyen de 17,83% est absolument exceptionnel, il faut bien comprendre que même s'il venait à baisser de 50%, ce qui est quand même énorme, eh bien le Nasdaq vous offrirait toujours un rendement de quasiment 9% annuel, ce qui est toujours très bien. Et rien ne vous empêche d'acheter cet ETF pendant 4 ou 5 ans seulement, avant d'investir dans d'autres actifs plus sécurisés pendant les 20 prochaines années. Mais il est crucial de comprendre que plus vous êtes jeune, plus le rendement est important, et plus les fluctuations sont ignorables. Ainsi, imaginons que vous investissiez 500 € par mois dans le Nasdaq à 20 ans, à un taux de 17,83% pendant une année seulement, avant de vous arrêter complètement pour faire ce que vous voulez, peut-être investir ailleurs ou simplement vivre à fond de votre salaire, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, à 60 ans, vous finirez bien avec quasiment 6 500 000 €. Ce chiffre est toujours aussi optimiste, mais je ne vais pas vous refaire la liste des mises en garde. Je pense que vous avez saisi l'idée. Le fait est qu'investir dans un tel placement très tôt dans votre vie est optimal, mais faites-le plus ou moins longtemps, suivant votre tolérance au risque. Et selon ce même critère, passez plus ou moins rapidement sur des actifs plus sécurisés, comme les SCPI. Car oui, un ETF comme le Nasdaq ou le MSCI World ne vous demande rien à gérer. Vous n'avez qu'à investir et attendre. Mais il reste des produits boursiers et donc volatiles par nature. Mais ce n'est pas le cas de l'immobilier, qui n'est pas un produit boursier et pas très volatile non plus, mais présente tout de même des risques. Acheter un appartement et le louer n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Mais acheter une part de SCPI, en gros, oui. Vous pouvez très bien payer 200 € et être investi dans des biens immobiliers colossaux comme des hôpitaux, des centres commerciaux ou même des locaux d'entreprise, le tout sans rien avoir à gérer. Cet actif plutôt sécurisé
complétera à merveille un actif volatile comme les ETF. C'est ce genre de choses qu'il vous faudra acquérir après avoir acheté suffisamment d'ETF à votre goût. Si vous voulez en savoir plus, j'ai sorti une vidéo vous présentant les SCPI les plus intéressantes à mon avis, dont le lien apparaît en haut et en description. Mais en attendant, il est temps que je file. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!